d'éducation prioritaire. Et je vais m'intéresser plus particulièrement dans ce réseau à l'activité des enseignants ou des enseignantes et aux dilemmes qui traversent cette mise en place de l'évaluation par compétences. Dans un premier temps, je vais revenir sur la question de l'agir évaluatif et montrer comment une recherche collaborative pourrait contribuer à sa mise en place. En premier lieu, l'évaluation par compétences pose un enjeu majeur des politiques éducatives. Très rapidement, c'est une réponse à la pression évaluative et aux effets parfois négatifs de la notation chiffrée sur la construction de l'individu qui serait source de décrochage scolaire. L'enjeu est donc d'arriver à mettre en place une évaluation positive, simple, lisible et compréhensible par les familles. En mettant l'accent sur les processus d'apprentissage et non sur les performances, ce qui suppose de valoriser une évaluation de type formatif, notamment en référence aux travaux de Moutier-Lopez, et indirectement qu'il y ait une convergence entre les situations d'apprentissage et les situations d'évaluation en lien avec le développement de la compétence dans le temps. Autre élément sur l'évaluation par compétence, de nombreux outils, notamment numériques, ont été proposés, mais certains chercheurs ont constaté des difficultés dans leur mise en place. Les spécificités de l'objet étudié, c'est donc d'interroger l'agir évaluatif à l'échelle d'un territoire donné, qui valoriserait donc l'évaluation par compétence en référence aux prescriptions éducatives, ce qui suppose un déplacement des modalités évaluatives liées en France à l'acquisition du socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Et cette mise en œuvre interroge indirectement l'agir évaluatif des enseignants. Ce qui semble être spécifique, c'est l'existence de savoirs multiples dont certains ne sont que faiblement formalisés. Il y a évidemment à la fois des savoirs disciplinaires, mais aussi pluridisciplinaires, c'est-à-dire transversaux lorsqu'on parle de compétences, et pour mettre en place l'évaluation par compétences, lorsqu'on se pose du côté de l'enseignant, il y a des savoirs de métier. Le troisième élément spécifique du contexte étudié, c'est qu'on se situe en cycle 3, donc à la charnière entre le premier degré, l'école, et le second degré, le collège. Et qu'un réseau d'éducation prioritaire renforcé est donc une instance qui, ici, comporte un collège et 4 écoles. Donc, la question qui est posée, c'est quels sont les effets et les processus sous-jacents à la mise en place de l'évaluation par compétences à l'échelle d'un territoire géographique et scolaire caractérisé par différents contextes, le cycle 3, les différentes disciplines scolaires et le contexte RED+. Alors, le parti pris a été de mettre en place une recherche collaborative. Quelques éléments importants à ce propos. Une recherche collaborative, c'est faire ensemble, en partant des pratiques des professionnels, autour d'un partenariat entre institutions et acteurs. Ici, l'institution, c'est le laboratoire de recherche, mais aussi l'INSPE et les différents établissements. En considérant que les établissements scolaires sont des organisations apprenantes et que les chercheurs, ici, se positionnent avec un regard de l'intérieur du contexte et non un regard normatif et extérieur. Les recherches collaboratives ont pour visée d'accompagner le développement professionnel des enseignants, penser autour d'un continuum de formation tout au long de la carrière, en référence aux enquêtes internationales et aux rapports notamment de Mallet et de Lessard, autour d'une efficacité, d'une conception ascendante de la formation et non plus descendante, c'est-à-dire qui partirait des pratiques réelles, d'un diagnostic des besoins des formés et qui mettrait en place des dimensions réflexives et collaboratives pour construire des situations ou des outils d'évaluation. En n'oubliant pas que ce qui semble favoriser ces formations et leur efficacité, c'est de se focaliser sur les contenus d'enseignement. On peut donc considérer les recherches collaboratives comme un espace de travail partagé et négocié autour de questions professionnellement vives, en lien avec l'évolution des prescriptions.
Alors, c'est un modèle de recherche qui est traversé par des questions centrales. Les recherches collaboratives vont donc articuler l'agir professionnel des enseignants avec un accompagnement des chercheurs dans la perspective d'améliorer les acquisitions des élèves. Se pose la question d'articuler des visées épistémiques et transformatives, voire développementales. À un deuxième niveau, quelle est la participation des différents acteurs aux différentes étapes de la recherche et notamment dans les processus de négociation? Et enfin, quelles sont les traces et les outils d'analyse qui permettent de favoriser ce développement professionnel? Les deux questions qui vont nous animer, c'est quel agir évaluatif des enseignants ou des enseignantes dans la mise en place de l'approche par compétences, et au-delà, quelles conditions et quels processus et transformations dans sa mise en place en réseau d'éducation prioritaire. Donc, je vais revenir sur la recherche collaborative qui a pour particularité de s'inscrire au croisement d'une approche didactique et d'une approche ergonomique de l'activité. Donc, le positionnement épistémologique, c'est déjà une approche comparative et anthropologique du didactique qui nous amène à nous focaliser sur les savoirs. Et nous allons donc questionner les savoirs en circulation et leur contribution à l'élaboration de ressources communes en termes d'évaluation par compétences aux différents acteurs du réseau. Et le deuxième ancrage théorique est une approche ergonomique de l'activité, de tradition française, et en particulier la clinique de l'activité, qui va nous amener à questionner l'activité, autrement dit les questions de métier autour des préoccupations, des dilemmes de métier et des potentialités de développement du pouvoir d'agir des professionnels. Le dispositif de recherche s'est mis en place progressivement dans une recherche donc collaborative financée par notamment le rectorat et la structure fédérative Sphère Provence. Elle s'est d'abord inscrite dans la rencontre avec le directoire qui avait fait la demande, donc le chef d'établissement qui est le chef du réseau, en lien avec les acteurs du réseau. Et nous avons décidé progressivement, de par des distances géographiques, de culture et de pénétration finalement dans les attendus de la recherche, de constituer plusieurs sites, des enseignants du premier degré, du second degré, où là encore on a proposé une entrée disciplinaire par rapport à la négociation qui s'est installée avec les acteurs, et parallèlement, mais j'y reviendrai pas aujourd'hui, un travail sur l'encadrement éducatif, les CPE, les directrices d'école, les formateurs de réseau et le directoire. Donc, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux collectifs enseignants premier et second degré. Évidemment, pour travailler sur la politique du réseau, il y aura des liens avec les autres sites de la recherche. Alors, plusieurs étapes dans ce dispositif. La première étape, c'est une étape de négociation du contrat de recherche qui s'est appuyée en termes d'outils sur un entretien collectif avec les enseignants, puis une restitution-validation des attentes et des besoins des enseignants dans la perspective finalement d'établir un contrat qui n'était pas forcément déjà là par la demande du chef d'établissement. En termes d'analyse, il s'agira d'identifier les attentes et les besoins exprimés. La deuxième étape est une étape centrale en termes de co-analyse de situation de classe qui va se décomposer en une étape d'observation et d'enregistrement filmé de séance, puis une étape d'autoconfrontation simple et croisée des enseignants placés en binôme. À ce niveau, on fera des analyses didactiques des séances et des analyses de corpus d'entretien, notamment en termes d'objets discutés et de dilemmes. Et la troisième étape est une étape qu'on appelle le retour au collectif, qui va permettre de rassembler les différents binômes et les différents acteurs, les différents sites, pour co-analyser et co-élaborer des outils d'évaluation formative. C'est ce qu'on appelle le retour au collectif, qui va en fait prolonger les étapes d'autoconf précédentes et pour laquelle, en termes de recherche, il y aura une analyse des corpus d'entretien, des outils, des situations et des dilemmes. Alors, sur quoi je voudrais insister, c'est que la spécificité de cette recherche, c'est d'avoir une alternance des types d'analyse didactique et clinique de l'activité dans une structure qui est une structure qu'on peut qualifier de recherche-intervention.
Alors, les principaux résultats. La première étape, en termes d'émergence des objets d'étude autour des besoins et des attentes des enseignants, fait émerger 3 grandes préoccupations. Interroger et analyser ses propres pratiques qui questionnent les outils d'enseignement d'évaluation et l'organisation de la classe, mais aussi partager son expérience avec ses collègues qui posent des questions de critères communs d'évaluation et qui posent la question de la pluridisciplinarité. Et enfin, prendre en compte chaque et tous les élèves dans l'idée de donner du sens et de favoriser la réussite des élèves et de finalement penser le parcours de l'élève de façon plus large. La première étape, donc, c'est les analyses filmées suivies des autoconfrontations. À cette étape-là, donc l'étape 2.1, on va proposer des analyses didactiques des séances filmées qui seront réalisées par le chercheur et ici une illustration sur le site du premier degré. Ce sur quoi je voudrais insister dans la démarche, c'est qu'ici, l'analyse didactique a une visée épistémique et va permettre de choisir des séquences et d'anticiper les relances du chercheur, même si on est sur une autoconfrontation, je pourrais y revenir. Il y a quand même une forme de focalisation autour des objets sur lesquels on doit travailler ou on était amené à travailler ensemble. Vous voyez ici quelques illustrations de ces séquences filmées, un code de correction, des tableaux de numération. Ce qu'on constate en termes d'analyse didactique, c'est une subordination du milieu didactique à la superposition d'outils chronophages et que la différenciation menée dans la classe sera liée aux outils, au risque d'une perte de visibilité des savoirs disciplinaires pour favoriser le fonctionnement des outils dans la classe, et une tension permanente entre ordre et apprentissage, et particulièrement une valorisation des compétences comportementales renforcée par un ancrage en REP et en REP+, où finalement ce sont des attentes supposées des élèves de ce milieu difficile. À cette étape, on constate une multiplicité donc des dispositifs d'évaluation, mais peut-être une évanescence des enjeux de savoir disciplinaire. La même analyse, mais sur le site du second degré, donc je ne reprends pas tout, je l'illustre juste sur le site d'histoire-géographie. Vous voyez ici une organisation de classe, un îlot, puisque c'est le dispositif d'évaluation où les élèves sont regroupés ensemble autour d'un travail commun, une carte mentale ou heuristique, diraient les historiens, avec plusieurs illustrations de production d'élèves. Ce qu'on constate sur le site donc Histoire Géo, c'est que les savoirs pluridisciplinaires, et notamment la question de produire une carte mentale, de synthétiser, de s'organiser en groupe, sont articulés au savoir disciplinaire. Dans une démarche de problématisation qui est impulsée par les prescriptions, avec valorisation des compétences transversales qui sont les suivantes: coopérer, mutualiser, s'auto-évaluer, synthétiser des documents. Mais on constate également, entre deux enseignants d'histoire-géographie, une mise en œuvre différente du dispositif, notamment du point de vue de la différenciation dans les îlots par rapport au travail demandé à chaque élève ou à chaque îlot, même si la thématique peut être identique, notamment chez un des enseignants, tous les îlots ont le même travail. Et on constate aussi que la production des régulations, dont on sait qu'elle est fondamentale dans l'évaluation formative, est différente selon les deux enseignants. Elles sont davantage individuelles et davantage sur le groupe en fonction de ces enseignants. On constate ainsi des savoirs et des usages différenciés d'un même dispositif, le dispositif en îlot, qui articule les savoirs disciplinaires et transversaux. La deuxième étape, qui revient donc sur les autoconfrontations, a une visée transformative qui est d'explorer d'autres possibles. Elle repose sur l'analyse réflexive de l'enseignant, l'autoconfrontation simple, puis la co-analyse de deux enseignants, l'autoconfrontation croisée, accompagnée par le chercheur. Ici, l'analyse du chercheur, qui va être menée a posteriori, consistera à identifier les objets du dialogue et des indicateurs langagiers révélateurs de tensions, de dilemmes et des déplacements opérés. Un exemple de l'autoconfrontation du site Histoire Géo.
à propos du fameux dispositif en îlot, marque, je pense que la mutualisation des connaissances et des compétences est très utile pour chacun des élèves, qu'ils soient plus ou moins en difficulté. Lily, moi, je suis persuadée qu'en groupe, on construit des apprentissages individuels. Alors, les îlots bonifiés, en fait, je trouve que ça induit une compétition qui, au final, est contraire à l'esprit de coopération qu'on veut insuffler dans la classe. Ce n'est pas dans une entrée par compétence, c'est juste une entrée par point, en fait, le score. Et Marc revient, on ne met pas les mêmes termes dessus, en fait, mais c'est vrai que j'ai évolué, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait l'esprit de compétition, ça ne sert à rien. Ce qu'on constate, donc, c'est des axes de réflexion partagés et des controverses que révèlent les reformulations, les reprises ou les recontextualisations décelées dans les interactions langagières. Il y a donc bien une réflexion ici sur la définition des compétences transversales à partir des dilemmes relatifs à l'utilisation des dispositifs d'enseignement et d'évaluation. La troisième étape, enfin l'étape 3, est un retour au collectif. Elle a une visée transformative qui est censée en fait remobiliser toutes les transformations de l'étape précédente pour élaborer des outils ou des situations communs. La co-analyse entre tous les enseignants et les chercheurs est privilégiée à partir du retour sur les traces prélevées, les films des entretiens et les analyses des étapes antérieures. L'analyse du chercheur ici va se focaliser à nouveau sur les objets du dialogue et les indicateurs langagiers mis en relation avec l'ensemble des analyses afin d'identifier des déplacements qui seraient opérés par les enseignants et les situations ou les outils. Alors, un autre exemple de dispositif qui a été discuté à ce moment-là, celui des ceintures, en référence au judo, qui va révéler des discordances entre sites et disciplines. Alors, Jean, professeur de mathématiques, nous dit, est-ce qu'on part du principe qu'additionner, c'est plus simple que soustraire ou multiplier? Est-ce que ce sont des savoirs différents, etc. Finalement, on évalue avec les ceintures pour être plus proche du rythme d'apprentissage des élèves, mais on continue à avancer d'une opération mathématique à une autre selon le rythme imposé par les programmes. Il y a bien un déplacement d'une simple description des outils à une réflexion sur leurs usages et leurs fonctions, cette fois-ci du point de vue des apprentissages des élèves. Et du point de vue de la conception des outils ou des situations, elles vont être liées au dépassement de nombreux dilemmes entre usage différencié des outils et apprentissage de tous ou de chaque élève, conformité au programme scolaire, acquisition de savoirs disciplinaires ou transversaux et visibilité des savoirs dans les dispositifs tout en les intégrant à l'organisation de la classe. Alors, pour synthétiser les principaux résultats sur l'ensemble des sites, il y a bien une importance accordée par les acteurs à la prise en compte de tous les élèves, à la nécessaire mise à distance de leurs propres pratiques et au partage d'expériences, faisant écho à leurs préoccupations initiales. L'ancrage des dispositifs d'évaluation et de leurs usages sur des savoirs pluridisciplinaires partagés liés aux compétences du socle, notamment maîtrise de la langue, outils et compétences civiques et morales, mais aussi des savoirs disciplinaires dont la densité épistémique varie selon le positionnement, premier ou second degré, et aussi selon la discipline. La mise en évidence en fin de récurrence, qu'on appelle dans les approches comparatistes en didactique les traits génériques, qui sont le recours massif aux ressources extérieures, le caractère chronophage de la démarche d'évaluation par compétences qui nécessite la construction de nouveaux outils, la tendance à valoriser les compétences comportementales et transversales au détriment des savoirs disciplinaires et des difficultés à établir une cohérence au sein du réseau et une continuité dans le parcours de l'élève, notamment dans cette distinction entre premier et second degré, équipe éducative enseignante et aussi entre les différentes disciplines. Pour conclure et discuter, si on revient sur le dispositif que je ne réexplicite pas, la démarche d'analyse a cherché à emboîter des analyses et la circulation entre différents outils de recherche afin de tenir à la fois le cadre développemental de la clinique de l'activité, c'est-à-dire la visée transformative dont on a parlé tout à l'heure,
tout en permettant la compréhension des phénomènes didactiques. On a donc cherché à mettre en place différentiellement dans les processus de co-analyse, excusez-moi, il y a une implication différentielle des chercheurs et des praticiens dans les processus de co-analyse selon les étapes, selon les moments, autour des questions vitales du métier, qui sont liées tout autant à la propre activité des enseignants qu'aux apprentissages des élèves. Et c'est ce point-là qui semble devoir être discuté, peut-être en termes d'implication plus grande au partage, y compris des outils de la recherche par les enseignants. Donc, si on résume les principaux déplacements qui sont opérés par les enseignants, dans l'usage des outils, ils sont liés au questionnement de l'activité réelle d'apprentissage des élèves qui n'était pas initialement dans leurs préoccupations. Et ces questionnements vont donc arriver sur les contenus des compétences transversales et les modes de régulation des dispositifs, et elles vont être alimentées par des controverses, sources de développement au sens de clause, sur les outils, les dispositifs d'évaluation qui prennent appui sur des savoirs de métier articulés aux cultures disciplinaires et prescriptions qui en relèvent. La deuxième chose, c'est une remise au travail collectif de nouvelles manières d'utiliser et de concevoir les outils ou les situations d'évaluation qui posent des questions d'ordre didactique. Qu'est-ce qui fait ressource et comment? Comment caractériser les enjeux de savoir et les difficultés des élèves? Quelle mutualisation de l'usage des outils, des critères d'évaluation et de leurs spécifications disciplinaires? Et je conclurai cette synthèse des résultats en disant que même lorsque la recherche porte sur la conception de dispositifs ou d'outils transdisciplinaires, les enseignants questionnent les processus d'acquisition des savoirs scolaires en mobilisant leur culture disciplinaire. Pour discuter, 4 questions centrales, si vous me permettez. Quels effets de l'évaluation par compétence sur l'acquisition des savoirs? Quelle identification, définition des difficultés des élèves? Qu'est-ce qui fait ressource et comment? Comment construire des espaces de concertation pour une mutualisation des outils? Et plus généralement, quelles conditions de diffusion, généralisation des résultats? Je vous remercie. Merci beaucoup. 10 minutes d'échange avec mesdames. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, moi, je veux bien commencer. Merci Fabienne pour cette présentation. Je comprends mieux pourquoi on est dans le même atelier, puisqu'on va parler, on parle les deux d'agir évaluatif. Vous m'entendez? Je vous entends, je ne vous vois pas. Oui, oui, bon, c'est normal. Oui, j'avais une question. Bon, d'abord, une remarque hein, sur les perspectives conclusives. Je pense que pour chacune des perspectives, on peut en faire pour chaque colloque de l'année, hein, à peu près. C'est des vraies questions, mais on n'aura pas le temps de débattre ici. Puisque c'est une recherche collaborative, donc on voyait bien dans le triangle, on pourrait pas s'appeler un triangle didactique, hein, qu'il y a une volonté quand même de développement professionnel pour les enseignants. Et donc, vous y revenez sur la fin. Ma question par rapport à ce développement professionnel, c'est finalement concernant l'agir évaluatif. Parce que c'est vrai qu'il est. Donc, on parle d'activité, d'agir. Donc, pour moi, l'agir, c'est du côté de l'évaluateur. Finalement, ce développement professionnel, qu'est-ce qui résulte de cette recherche collaborative? Vous parlez de régulation, par exemple, hein, du fait que. Alors, ce constat, c'est quoi? C'est la nécessité de devoir réguler ou c'est les modalités de régulation? Qu'est-ce qu'ils disent les enseignants par rapport à ça? Alors, peut-être je vais revenir sur la définition de l'agir évaluatif. Je suis passée vite. Pour moi, agir, ça veut dire geste. Et j'ai un concept qui m'est personnel, qui articule les deux approches, geste didactique de métier. Mais en tout cas, derrière geste, il y a des gestes de définition, de régulation, d'institutionnalisation. Et pour moi, me semble-t-il, en tout cas, c'est une question à toutes les étapes de ces gestes, donc aussi bien en termes de définition que d'institutionnalisation, que de régulation, il y a une perspective évaluative ou en tout cas un enjeu évaluatif, surtout autour de ces dispositifs. Donc, quand je parle de gestes de régulation, ils s'inscrivent à 2 niveaux, à la fois sur les régulations verbales, voire gestuelles, hein, je viens de l'éducation physique, hein, mais aussi sur la régulation des dispositifs mis en place. Et du coup, c'est ces régulations qui sont nourries
par l'interprétation que fait l'enseignant de l'activité des élèves et qui va lui permettre finalement de revenir au plus près des acquisitions dans ce processus évaluatif continu ou formatif. Donc, pour moi, l'agir, il dépasse, enfin, il est une partie de l'activité de l'enseignant, mais il est intégré à ses autres gestes. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Merci. Une autre question? Non? Ben, je vous remercie, mesdames. Merci encore. Les intervenants, est-ce que les intervenants sont déjà sur place? C'est moi. Ah, Je prends si c'est sur la chronologie qui est sur le programme, c'est bon. d'accord. Sur les métaphores conceptuelles et postures évaluatives. Ouais, D'accord. c'est ça. Je peux me permettre de faire avec l'ordinateur, c'est ça? Oui, vous avez déjà votre clé? Je vais faire ça pour essayer. Voilà. C'est bon. Vous avez... Les deux sonnettes, ça va? Attendez, là vous voyez toute la diapo, une seule diapo? Oui. Non. Non, on n'a pas votre présentateur, on voit que la première diapo. On voit le diaporama avec les différentes lignes. Oui, donc c'est la première diapo. C'est bon, oui, ça joue. Bien. Alors, je vais aussi présenter une recherche en cours avec des collègues de l'équipe IDEA, Katarina Gvozic et Stéphanie No, qui ne sont pas du voyage avec moi. Mais j'ai un ancien membre de l'équipe ici, Hippolyte, qui vient participer à la séance. Bien. Alors, en effet, on va aussi parler d'agir évaluatif, notamment à propos des postures évaluatives que je vais évidemment assez vite définir. Voici un petit peu le plan, donc tout ça en 20 minutes. On va évidemment essayer de s'ancrer sur le plan théorique pour savoir finalement quels sont les concepts qu'on va utiliser. Non, bah, ça avance pas, oui. Alors, pour nous, oui. Ça l'a fait hier. Ouais. Bien, voilà. Je me permets. Oui, bien. Moi, je n'ai pas noté ça comme ça. Est-ce qu'il faut faire le partage? Il faut retourner sur le... Voilà. Et réouvrir. Ah, c'est celui-là. Voilà. C'est bon. Ouais, mais c'est pas, c'est la même chose que chez moi avant. Non, c'est pas ça. J'essaie de les oui, c'est ça. Alors si j'avance. Non, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Oui, mais ça avance pas. Là, je suis censé avancer les diapos. C'est pour ça, je pense qu'il demande un PDF ici. Oui, c'est ça. Je me permets, hier, la collègue a eu la même difficulté que vous pour faire passer en présentiel. Ah, peut-être celle-là. On va essayer, voilà, avec ça. Ah voilà, c'est vrai. Ça passe. Oh, mais c'est blanc. Bon, je crois que je vais prendre la version PDF. Après que tu lances ton PDF, il faut que tu l'ouvres sans le lancer. Il faut que tu aies ton défilement à gauche
et la dia sur la partie droite. Et nous, on a Ouais. que la dia que tu montres. Oui, mais c'est ce que j'ai fait avant. Et puis, en fait, j'arrive pas à l'avancer. Voilà, c'est ça. Vous voyez la dia en entier? Non, on voit comme ça, comme tu devrais la Mais voir à toi. distance, oui, voilà. Ah, Mais il vaut mieux avoir ça que rien. ouais, mais c'est... Je crois qu'il dit d'animer même en fait, ça serait mieux la présentation. Attends. Oui, elle est là, parce que là, l'école Ah oui, d'accord. est étendue. Mais là, on n'a plus de... Oui, parce que l'école est étendue. Ah, voilà, il y a une extension des vrais. Ah, mais peut-être que on peut juste. Oui, c'est peut-être un dupliqué. Voilà. Dupliqué, voilà. Alors, posons... Qui est là. C'est bon. Pour l'écran partagé. Là. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. D'accord. Ouais, voilà. Oui, voilà. Donc, on va fonctionner avec ça. Très bien. Donc, si je fais ça, a priori, c'est bon. Non, non. Ah non, pardon, il faut relancer le partage aussi. Ah. On l'a enlevé, je vais le remettre. Dans le Zoom. Attends, ça, je vais enlever celui-là. Ok. Voilà, Alors, donc, Zoom, partage partager. d'écran. Et on va y arriver. Alors, C'est celui-là. ça. Oui, c'est ça. Ok. Partager. Bien. Voilà. C'est bon. Alors, si je fais ça, C'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est pas bon, mais c'est pas grave. Je vais, si je fais ça, ça avance ou pas? Oui. Oui. Oui, bon, comme ça, il n'y aura pas les. Ouais, c'est bien. Bien. Donc, en effet, je vais parler plus vite, comme ça, je vais rattraper le temps perdu. On va commencer évidemment par définir les deux champs, on va dire, hein, qui permettent de mieux comprendre finalement les enjeux de cette recherche. Alors, commençons d'abord par les pratiques d'évaluation en classe. Un des constats qu'on peut faire. Ouais, non. Sur la petite flèche, tu vas pouvoir les remonter. Non. Si je fais ça. Ah non, le petit triangle. Ouais, oui. À gauche, à gauche. Ça. Ah, encore à gauche. Petite Encore un peu. voilà. Après, on va plus nos collègues. Voilà. Bien. Est-ce qu'à l'autre bout du monde, vous voyez le PowerPoint comme il faut? Bon, on y arrive. Parfait. Alors, j'en étais donc ici déjà, hein, définir les pratiques d'évaluation en classe. Alors, ce qu'on peut faire comme constat, et c'était rappelé d'ailleurs par Isabelle Nizet tout à l'heure, c'est que finalement, pendant longtemps, les pratiques de la classe, en termes d'évaluation, étaient considérées comme déficitaires par rapport à quoi? Par rapport à l'étalon qui est celui de la mesure. Et donc, ça continue à nous poursuivre, on va dire, et c'est pour ça que pendant longtemps, on a parlé de biais d'évaluation. C'est-à-dire que si l'évaluation n'était pas essentiellement objectif en classe, c'était un problème, un biais qu'il fallait essayer de résoudre. Autre élément, c'est que heureusement, il y a eu des contestations assez rapidement, notamment en Suisse romande, en l'occurrence, par Jacques Weiss et Jean Cardinet, qui disaient, mais finalement, le problème, il n'est pas qu'il y ait de la subjectivité dans l'évaluation, mais le problème, en effet, c'est quel type de subjectivité. Et donc, ne parlons pas de biais, mais finalement, parlons de peut-être jugement professionnel d'ailleurs, hein, il y a quelques années. Et puis, donc Jean Cardinet rappelait en effet que, du coup, l'évaluation en classe est plus un problème de dialogue que de mesure. Bien, ça n'a pas eu beaucoup d'effet tout de suite, hein, en l'occurrence. Alors, on a assisté au début des années 2000 à la nécessité de mettre en place beaucoup d'épreuves externes pour garantir cette objectivité en complément à l'évaluation en classe. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a finalement une décrue, on va dire, de ces épreuves externes au profit de quoi? De l'évaluation faite par les enseignants en classe, qui reste, qu'on le veuille ou pas, le meilleur prédicteur de l'orientation des élèves et de l'avenir des élèves. Les collègues de Paris Descartes rappelaient récemment que finalement, le processus évaluatif n'est pas un processus quantitatif, il est essentiellement qualitatif et on est amené, à travers la note notamment, à devoir le quantifier. Mais ce qu'il rappelait tout à l'heure Fabienne, le fait qu'on a des attentes, ces attentes sont qualitatives et qu'à un moment donné, évidemment, on doit les transformer, enfin je dis évidemment puisque c'est les systèmes scolaires qui le demandent, on doit devoir les quantifier.
Donc, du coup, le paradigme de la mesure, aujourd'hui, a plus beaucoup de sens en classe. Et c'est pour ça que depuis une quinzaine d'années, a été développée, sous le plan scientifique, la notion de jugement professionnel qu'on pourrait considérer, et c'est ce qu'on a fait à Genève et au Québec en l'occurrence, comme un nouveau paradigme. Il n'y a rien de nouveau, si ce n'est le fait qu'il est mieux défini aujourd'hui sur le plan scientifique. Alors, le jugement professionnel, Daniel Lavo l'a évoqué déjà au début des recherches. Il est d'autant plus mis en évidence lorsque la situation est complexe. On revient à la notion de compétence. Évaluer des compétences dans des tâches complexes, et lorsqu'on hésite finalement, et que la notion de critère devient très importante, eh bien, on a ici la manifestation de jugement professionnel. J'aurai l'occasion d'y revenir sans doute tout à l'heure. En lien avec les biais qui étaient évoqués avec le paradigme de la mesure, les travaux de Pierre Merle, qui ont aussi été évoqués tout à l'heure, ont mis en évidence la notion d'arrangement évaluatif. Le fait qu'on fait jouer à l'évaluation, finalement, une autre finalité que ce que l'évaluation pour laquelle elle est prévue. Et donc, suite à cette insatisfaction, qui était dans la logique des biais évaluatifs, eh bien, à Genève, on a réfléchi à un autre terme qui pourrait valoriser les pratiques des enseignants plutôt que les considérer comme biais. Le fait de se dire, voilà, il y a tout un travail qui est dans ce paradigme du jugement évaluatif, et donc on a proposé la notion d'ajustement plutôt que de considérer l'évaluation en classe comme une succession d'arrangements et donc de biais. Et puis, donc, je voulais souligner tous les travaux de Claire Tourmaine qui ont été menés en didactique professionnelle, à Dijon en l'occurrence, qui mettent en évidence le fait que l'évaluation, c'est un processus. Et c'est un processus qui n'est pratiquement jamais linéaire. C'est-à-dire qu'on est dans une logique, en effet, itérative, qui fait qu'avant d'arriver au jugement final, je ne sais pas tellement le terme, mais avant d'arriver au dernier jugement, la décision finale, eh bien, cette décision finale est précédée par plein de jugements et de décisions temporaires. Et donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a une logique de processus qui était jusque-là assez peu mis en évidence. Bien. Alors, l'autre champ, évidemment, ce sont les métaphores conceptuelles. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que face à une nouvelle situation, systématiquement, on essaye de faire des analogies, ou on met en place des analogies qui nous permettent, en effet, de créer, on va dire, de percevoir l'environnement à travers, en effet, ces analogies. Alors, le langage métaphorique, où est-ce qu'il est intéressant, c'est qu'il permet finalement de mieux percevoir les perceptions, justement les conceptions et les représentations des individus. Vous l'avez compris, ce qui nous intéresse, nous, c'est quelles sont les conceptions et les représentations des enseignants. Et donc, ce langage métaphorique, il permet de voir les conceptions à propos de quoi? À propos de ce qu'on a vu même tout à l'heure, notamment l'agir évaluatif, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'apprendre, finalement, qu'est-ce que ça signifie, et comment enseigner. On verra tout à l'heure quelques exemples qui sont assez significatifs. Lorsqu'on demande aux enseignants, finalement, quelle métaphore, quelle analogie ils peuvent faire, eh bien, on voit que, du coup, on comprend un peu mieux les conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage. D'autres éléments qui nous semblent importants de relever, donc la notion d'analogie que je viens d'un peu de définir, finalement, à travers ces analogies, on va en effet créer un filtre, ça c'est des travaux du collègue Emmanuel Sandler, un filtre qui va nous, évidemment, interpréter, qui va nous permettre d'interpréter quoi dans l'environnement, assurément. Alors, ces conceptions, non seulement elles sont une conception de la réalité, ou d'une réalité, on va dire, mais elles vont aussi nous servir à agir. Et donc, c'est pour ça, pour nous, c'est important de se dire que c'est aussi dans l'action, de façon alors, plus observable, du coup, qu'on va pouvoir, en effet, interpréter ce que font les enseignants. Et donc, l'idée, c'est d'accéder aux représentations à travers l'analyse de ces métaphores. Alors, je vais y venir plus précisément, évidemment. Encore autre élément par rapport à ces métaphores. Ces métaphores, sur le plan des pratiques évaluatives ou de l'agir évaluatif, elles sont importantes parce que finalement, l'évaluation n'est pas considérée comme seulement la prise de décision, mais c'est tout ce processus que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, la difficulté, du côté des évaluateurs, c'est que ces sources de métaphores, elles sont souvent conscientes. C'est-à-dire que pouvoir les verbaliser, c'est une chose, ça nous permet peut-être d'y accéder,
mais pas forcément. Hein. On a le problème évidemment avec les apprenants, avec les élèves, on l'a aussi avec les enseignants, hein, qui doivent en effet pouvoir verbaliser à propos de leur pratique et pas seulement observer leur pratique. Bien, voilà donc deux exemples ici qu'on avait retenus. Le fait que la métaphore du berger, hein, vous connaissez bien, c'est-à-dire que l'enseignante, en l'occurrence, qui nourrit ses agneaux lorsqu'elle enseigne, donc évidemment qu'on peut imaginer hein, comment elle conçoit, on va dire, la notion d'enseignement, mais peut-être surtout la notion d'apprentissage. Hein, de l'apprenant. Et puis, voilà, le soleil qui fournit de la chaleur, de la lumière, l'arbre qui fournit éventuellement de l'oxygène, etc., etc. Donc, on voit bien qu'à travers ces métaphores, on peut avoir des éléments intéressants sur le plan de l'analyse de ces pratiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette activité évaluative? Alors, comme pour Fabien tout à l'heure, j'ai quand même définir minimum ce qu'il en est. On s'est beaucoup inspiré des travaux d'Anne Jorot. Moi, je ne serai pas là aujourd'hui, mais il y a son collègue Yann Mercier-Brunel. Les dimensions de l'activité évaluative, elles sont quatre. Anne Jorot, je l'ai développé, elles sont surtout entremêlées. C'est-à-dire qu'il est difficile, en effet, de les dissocier. Autre élément, la notion d'acteur qui nous semble importante. Le fait que l'évaluateur, il est évidemment soumis aux contraintes institutionnelles. Mais lorsqu'on est formateur en évaluation, c'est bien qu'on passe notre temps à dire « Ok, vous avez des contraintes, mais vous avez toujours une marge de manœuvre. » Hein, donc, il y a plein d'exemples qui montrent que finalement, on a ce rôle important qu'il ne faut pas sous-estimer. La présentation d'Isabelle Lisette, tout à l'heure, était un peu déprimante à ce sujet. Enfin, je ne vais pas commenter plus que ça, mais je trouvais presque un peu dommage. Ce qu'on a utilisé, évidemment, comme référence aussi par rapport à Jorot, c'est le fait que on agit l'évaluation, évidemment, hein, c'est l'agir évaluatif, mais on essaie agir par elle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une communication. Hein, et notamment dans la relation évaluateur-évalué. Alors, concernant ces dimensions rapidement, Anne Jorot parle de la culture d'évaluation qui est déjà présente, hein, ça c'est une dimension importante. Qu'on évalue à Pointe-à-Pitre ou à Genève au hasard, la culture est totalement différente, en tout cas partiellement différente, qui fait qu'on est évidemment inscrit dans cette culture-là. Les compétences évaluatives, alors, il ne faut pas sous-estimer, et ça pour les enseignants c'est important, se dire il faut être formé à l'évaluation. Hein. On peut être très bon enseignant et mal évalué en l'occurrence. Bien, alors je ne vais pas développer d'autres mesures. Ce qui nous emporte là-dedans, c'est d'une part le geste évaluatif, qui est la partie observable, on va dire la pointe de l'iceberg, et surtout, évidemment, la posture d'évaluateur. Alors, cette posture, dans les travaux d'Anne Jorot, au fil des années et des décennies, ces postures, elles se sont démultipliées. Hein, donc, on les a groupées, nous, en 4 grandes postures, qu'on a du coup découplées aussi pour notre recherche. Alors, voilà, sans pouvoir les commenter ici, on a 4 types, 4 catégories, on va dire, de postures hein, qu'on retrouve dans les travaux d'Anne Jorot. Bien. Alors, concernant notre recherche qu'on a menée à Genève, à propos des futurs enseignants et enseignantes, des étudiants et étudiantes en formation, à propos de ces postures, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a demandé, à partir d'une séquence d'enseignement, en l'occurrence France Expression, de définir quelle posture ils utiliseraient dans chacune des 4 parties de cette séquence d'enseignement. Alors, l'hypothèse, c'était qu'au fur et à mesure que les étudiants avancent dans la formation, on s'est dit ils doivent être quand même un peu plus au clair à propos de ces postures, notamment parce qu'ils ont eu des cours sur l'évaluation, et qui vont d'une part être plus fins dans ces postures, et peut-être que ce point quantitatif, ils utiliseront plus de postures. Ça, c'est l'hypothèse générale. On n'y a pas totalement répondu parce qu'on n'a pas terminé notre recherche. Bien. Alors, on a décidé de décliner les 4 grandes postures en 8 postures différentes, d'accord, qu'on a soumis évidemment aux étudiants et aux étudiantes. Voilà rapidement la définition de ces postures. Ce qu'on peut en dire, c'est que la première posture de juge et ou de contrôleur est une posture plutôt certificative, on va dire, alors que les autres sont plutôt des postures d'accompagnement, plutôt formatives. Et on voit que lorsqu'on parle de progression, par exemple, on est dans une logique ici de soutien à l'apprentissage. Alors, la méthodologie rapidement, l'idée c'était de faire dans notre recherche à 3 moments de la formation, hein, de proposer un questionnaire. Alors, on a eu l'occasion de le faire, mais on a pu analyser que 2 moments sur les 3 actuellement. Alors, quelques résultats brièvement. BSEP 2, c'est le début de la formation en enseignement. Et CCEP, c'est la fin de la formation.
Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de postures. Alors, cette augmentation n'est pas significative, ça c'est intéressant. Hein. Donc, sur le plan quantitatif, même si l'augmentation, ce n'est pas ça qui emporte. Par contre, ce qu'on constate dans le deuxième tableau, le tableau d'en dessous, c'est que finalement, dans chacune des quatre moments de la séquence d'enseignement, de S1 à S4, on voit qu'il y a une augmentation systématique aussi. Alors, peut-être qu'évidemment, il va falloir qu'on ait un peu plus précisément dans ces résultats pour voir ce qu'il en est. Autre élément, alors ici, par rapport aux 4 grandes postures, peut-être de façon réjouissante, en tout cas pour moi, en tant que formateur, on constate que la posture d'entraîneur et de pisteur, je vous remettrai la définition tout à l'heure, est celle qui est la plus choisie, et de loin. Elle est choisie d'une façon globale, sur l'ensemble des 4 moments de la séquence, mais aussi pour chacune, pratiquement des 4 séquences. Sauf la dernière, évidemment, puisque là, on est dans une logique certificative habituellement, et que c'est plutôt celle de juge et contrôleur qui est choisie. Je vais y revenir assez rapidement. Voilà, donc entraîneur, je détermine et contrôle la progression des élèves et de l'enseignement, mais c'est surtout des apprenants. Pour cela, j'élabore les outils les plus adéquats, je soutiens les efforts et j'organise des remédiations. Voilà, donc on voit bien ici que c'est une posture d'évaluation formative, d'accompagnement, qui est privilégiée, en l'occurrence pour moi, à juste titre. Bien. Alors, en complément à ces résultats, ce qu'on peut ajouter, c'est que y a des postures qui se dégagent quand même assez clairement au début de la formation. Donc, lorsque les étudiants ne choisissent qu'une seule posture, ça arrive, pour se dire, en fait, ils ont la même posture pendant 3 semaines, c'est ça que ça veut dire. Donc, on enseigne pendant 3 semaines une séquence d'expression écrite, et pendant 3 semaines, on pense avoir la même posture. Alors, au début de la formation, ce n'est pas étonnant. Ce qu'on souhaite, l'hypothèse, c'est de se dire, bah, tiens, ça va un peu s'affiner. Alors, qu'est-ce qu'il en a à la fin de la formation? Il y a moins de pavés dans les résultats, j'explicite, c'est moins catégorique. Voilà, les postures choisies sont choisies d'une façon un peu plus fine, il y a plus de différenciation des postures d'un moment à l'autre de la séquence. Alors je me dis, minimalement, le pari est gagné en tant que formateur, puisque même si ce n'est pas une recherche collaborative, on souhaite que les résultats nous montrent que finalement, les étudiants et les étudiantes retirent quelque chose, évidemment, de la formation. Alors, je vais terminer par quelques perspectives. Je suis encore dans les temps, ça? Oui, ça va. J'ai plus qu'une diapo. Alors, les perspectives. Le 3e échantillon, donc on a passé le questionnaire il y a 2-3 semaines, on n'a pas le temps de faire l'analyse. L'échantillon est au milieu de la formation. Et il n'est pas situé n'importe où, pour mes collègues, il est situé après le module OAT2, qui est celui dans lequel ils ont plein de cours à propos de l'évaluation. Donc, j'ose espérer quand même qu'il y aura une différence par rapport à l'entrée de la formation. Deuxième pastille, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est de suivre la même volée d'étudiants. Parce qu'en fait, en l'occurrence, les 3 échantillons, ce sont sur 3 volées différentes. On a commencé par la fin de la formation, volet qui est enseigne maintenant. On a enchaîné par le début de la formation et là, récemment, on l'a fait au milieu de la formation. Donc, ce sont en fait 3 volets d'étudiants différents. Et il faudra attendre et revenir au congrès de je ne sais pas où pour avoir les résultats sur la même volée, ce qui sera plus intéressant. Troisième chose, il faut qu'on définisse un peu mieux finalement quelles sont les postures attendues sur le plan théorique déjà. C'est-à-dire qu'une séquence d'enseignement, évidemment que la posture au début n'est pas la même qu'à la fin, mais comment ça s'explique scientifiquement, on va dire. Et ça, il faut qu'on définisse un peu mieux pour que notre hypothèse soit encore plus solide. Donc, on continue à réfléchir à ceci. 4e pastille, Atlas Bottom List. Évidemment que la notion d'alignement, qui pour moi est très importante, Isabelle Nizet l'a rappelé tout à l'heure, elle a parlé d'alignement pédagogique. Alors moi, je vais parler d'alignement curriculaire élargi, dans une perspective élargie. Pourquoi? Parce que les travaux, notamment la thèse de Raphaël Pasquini en Suisse romande, a incité sur le fait qu'il faut que la cohérence, parce que l'alignement c'est la cohérence, il faut que la cohérence entre le curriculum sous forme de compétences et puis l'outillage, l'instrumentation évaluative ait les lieux, et ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un alignement pédagogique, mais l'évaluation peut être totalement décrochée de cet alignement pédagogique. Et donc, mon souci, évidemment, en tant que formateur en évaluation, c'est que cette cohérence elle est jusqu'au bout du processus évaluatif.
Voilà. Merci. Avez-vous des questions? Vous avez 10 minutes pour échanger avec notre intervenant. Des questions? Oui. Alors, moi, j'en ai une. Du coup, mais c'est plus une question de compréhension par rapport aux résultats que tu as présentés. Sur la première partie des résultats, tu dis que les métaphores, elles augmentent, c'est ça? Le nombre moyen de métaphores utilisées. Ici? Oui. Ah, ils avaient le choix entre les métaphores, ils en ont choisi plus. Oui, d'abord, il devait dire donc sur les 8 métaphores, lesquelles vous choisiriez, les 4 postures en fait, évaluatives, et puis après, lesquelles vous utiliseriez dans chacune des 4 périodes du. Donc là, c'est très global, de 2,75 à 3,37, ça veut dire sur l'ensemble des 4 parties, ils en ont choisi un peu plus, quoi. Mais ce n'est pas significatif. D'accord. Et descriptivement, toi, tu aurais une explication de pourquoi ils sont amenés à en choisir davantage? Oui, parce que théoriquement, la posture de la fin de la séquence est une posture certificative. Donc, on est plus. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas assez relevé, c'est que, je crois qu'on le voit ici, voilà, la posture juge-contrôleur est la moins choisie, donc c'est celle certificative, sommative, sauf en S4, c'est la dernière partie, où elle est la plus fréquente. Donc, en fait, elle n'a pratiquement jamais été choisie ailleurs, mais là, elle est majoritaire. Donc là, c'est logique. Ça, scientifiquement, c'est ce qui est attendu. Par contre, en amont, on est dans une posture essentiellement formative. Alors, plein de termes, l'accompagnement. Et donc, après, ces différentes postures, elles insistent sur un des aspects de l'accompagnement. Celui qu'on a évoqué, c'est celui de la progression. Donc, comment favoriser la progression? D'accord? D'autres, c'est plus sur les tâches. Voilà, je crois qu'on l'a pas mis ici, mais Anjoro, elle parle de didacticien, didacticienne. Ça fait plaisir aux autres intervenantes ici, en l'occurrence. Voilà, donc l'expert qui se centre sur les tâches de gestes savoir, d'autres qui se positionnent plus dans la progression de l'apprenant. Tu vois, c'est ça la différenciation. Donc elle est fine, peut-être trop fine. Ça, c'est ce qu'on va faire. Oui. Une question, Nathalie Sayac. Ouais. Allez-y, madame. J'avais une question. Oui, allez-y, oui, c'est ça. Ok. Alors, peut-être que ça m'a échappé, mais par rapport aux différentes séances des séquences, en fait, est-ce que, on va dire, le jeu de posture est identique suivant la discipline, entre guillemets, ou le savoir enseigner? Tu as évoqué juste à la fin la dimension didactique. C'est vrai que voilà, cette question de lien entre posture et discipline, et à l'intérieur de ça, type de séquence rattachée à un savoir précis. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Bon, ta question, clairement, c'est est-ce qu'en mathématiques, on Non, pourrait. pas forcément en mathématiques. Oui, bien sûr. Alors, tout à fait. Et dans les perspectives, j'aurais pu rajouter, sauf que je sais que nous, je n'aurai pas l'occasion d'étudier ça. Évidemment, il faut qu'on fasse un choix sur le plan disciplinaire. Et encore, ici, c'est une composante disciplinaire. Pourquoi on l'a choisi? C'est parce qu'en fait, c'est ça qui était plus étudié par un Anjoro quand même. D'accord? Donc, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une cohérence, même sémantique, on va dire, par rapport à la notion de posture. Et donc, du coup, on a choisi le français expression. Pourquoi? Parce que chez nous, le français expression, donc culturellement, on va dire, on a des documents qui sont très organisés, avec une mise en situation, donc un premier texte, des modules et puis un dernier texte. Voilà. Et donc, les étudiants qui sont au début de la formation connaissent déjà un petit peu, on va dire, ces structures-là. Ma crainte, c'est en effet qu'on propose une situation qui n'a pas de sens ou pas assez de sens. Et donc, du coup, la posture, ils auraient mis peut-être n'importe quoi. Donc, pour nous, les 4 parties de la séquence qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les documents quorum, au moins, on avait le même langage. Voilà, c'est ça. Parce qu'évidemment, comme c'est sous forme de questionnaire, si la vignette proposée, elle n'a pas sens, la notion de posture non plus. Voilà, c'était ça. Mais tu as raison de dire que finalement, on pourrait faire le parallèle avec d'autres disciplines. Et en quoi ça serait différent, en termes d'hypothèse, et en quoi on aurait une certaine récurrence. Voilà. Merci. On aurait certainement d'autres résultats, par exemple avec des disciplines comme les nôtres, Voilà, où il n'y a pas de moyens d'enseignement, les postures, forcément, elles seraient. Enfin, forcément, je n'en sais rien, mais elles risqueraient d'être totalement différentes. Tout à fait. Alors,
Oui, ça se questionne, c'est une discussion qu'on pourra avoir, hein, parce que finalement, évidemment, moi je suis dans une entrée très transversale, on va dire, d'évaluation, qui va être complétée par une perspective didactique, donc c'est pour ça que, collègues, vous êtes là aussi pour ça. Mais je me dis que moi j'ai plus le souci de la récurrence ou du fait qu'est-ce qu'on va retrouver comme posture similaire d'une discipline à l'autre. L'autre question, c'est en quoi la musique, en quoi les mathématiques permettraient de favoriser une posture plutôt qu'une autre. Pas la musique en elle-même, Ouais. c'est la manière dont déjà le plan d'études voilà, présente la discipline et donne les moyens de la travailler autrement que dans d'autres disciplines où elle est beaucoup plus balisée, avec une progression, etc., que nous n'avons pas en fait, à partir des plans d'études. L'influence de ces plans d'études sur nos formations. Tout à fait. Oui, donc on revient à l'alignement. Évidemment, la cohérence, c'est plutôt la cohérence interne pour moi. À partir de ce que dit le plan d'études, finalement, en quoi je suis cohérent dans mon instrumentation évaluative. Tout à fait. Et donc, du coup, là, c'est la perspective didactique qui prime, en tout cas disciplinaire, évidemment. Bon, on travaille en rentrant. Oui, oui, absolument. Tout à fait, voilà. Avec plaisir. Je vous remercie encore une fois. Dernier intervenant, Madame Sayac. Je vais arrêter déjà. Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas votre clé. Je peux l'enlever comme ça? Non, non. Risquer de faire. Ouais. Je crois que c'est. Parce qu'elle a pris le. Je vais prendre un partant, vous me rappelez? Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui. Est-ce que vous voyez sur vos ordi? Oui. À distance? Non, comme c'est pas connecté. Ceux qui sont connectés, c'est bon pour vous? Oui, on le voit très bien, oui. Bon, bah super. Kayak, est-ce que vous souhaitez qu'on vous enregistre pour l'amener? Bah, comme tout le monde, pas de souci. D'accord, ok. Je vous demande. Ok. Vous pouvez y aller. Ok. Bon, juste pour dire que je suis triste d'être à distance parce que ça a l'air bien chez vous, là. Vous êtes en manche courte et tout. Voilà, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis aussi contente de présenter un travail qui est en cours dans le cadre de cette session parce qu'il me semble qu'il y a une vraie cohérence entre nos présentations. Et j'espère que justement, on pourra, je ne sais pas, au niveau du partage des diaporamas, en tout cas, le diaporama des collègues qui ont présenté précédemment m'intéresse. Donc voilà. Donc, je vais vous présenter un travail qui est en cours et je vais expliquer aussi pourquoi il est en cours, au-delà de la question du temps que je peux y consacrer. Pour commencer, je vais vous faire un petit peu travailler 2 secondes. Parce que la recherche se pose en fait sur un petit problème qui a été proposé dans le cadre justement d'une recherche collaborative. C'est pour ça que le travail de Fabienne m'intéressait aussi parce que c'était dans le cadre d'une recherche avec des enseignants de CE1 en France, en REP+, également. Et dans ce cadre-là, donc, il y a un petit problème il y a une évaluation qui a été conçue avec les enseignants et ils ont fait passer cette évaluation dans leur classe. Et puis, il y avait un regard commun porté sur le travail des élèves, sur les productions des élèves. Et donc, vous voyez ce petit problème tout simple qui a été élaboré par les enseignants. Il a été en fait résolu par une élève d'une façon assez originale. En tout cas, ce n'était pas la façon qui était attendue. Il n'empêche que la procédure était tout à fait probante et a généré en fait pas mal de réactions de la part des enseignants.
Et pour le coup, ça m'a interpellée moi-même. Et dans le cadre d'une formation, donc là encore, de professeurs débutants, stagiaires, hein, en formation initiale, pour essayer d'introduire la notion de jugement professionnel en évaluation, eh bien, donc, j'ai extirpé ce problème avec la production d'élèves et j'ai demandé donc aux étudiants d'attribuer un certain nombre de points à cette production et de justifier les points attribués. Donc ça, c'était au début, c'était pas du tout, il n'y avait pas de visée de recherche dans ce travail-là. Il n'empêche que les réponses que j'ai obtenues dans le cadre du groupe que j'avais à ce moment-là m'ont fortement interpellée. Et du coup, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce que les réponses sont spécifiques de ce groupe ou est-ce que c'est plus partagé, etc. Donc, j'ai fait passer à un autre groupe que j'avais et puis j'ai demandé à mes collègues s'ils voulaient bien, en début de séance, proposer à leurs étudiants, donc qui étaient enseignants débutants, de faire passer ce petit test. Du coup, j'ai récolté une certaine somme de réponses, hein, donc avec les points attribués et justifications, et une somme assez importante puisqu'il y en avait plus que 500. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ces données qui étaient extrêmement intéressantes. Parce qu'il y a, alors attendez, je coupe ça, voilà. Il y a vraiment, en fait, de mon point de vue de didacticienne, hein, la nécessité donc de former les enseignants à interpréter correctement les réponses des élèves, parce qu'il est essentiel alors Morgan et Watson parlent de promouvoir l'équité dans l'évaluation des apprentissages en mathématiques, mais au-delà de cette visée-là, je pense qu'il y a vraiment des visées d'apprentissage pour les élèves. Il y a aussi, alors hop, ça ne marche pas, hop, pourquoi ça ne marche plus? Alors, voilà, c'est ça. Il y a aussi, j'ai fait une faute à Lucie. Bon, j'espère qu'elle me pardonnera, je rectifierai. Là encore, du point de vue des critères que les enseignants débutants attribuent au niveau de l'évaluation, il a été montré combien en fait, ces critères en fait sont différents, ils préexistent en tout cas, et Lucie parle d'incidents critiques. Et c'est vrai que la réponse de l'élève au problème, en fait, va générer des incidents critiques et qui amènent en fait à aller farfouiller un peu plus loin que ce qu'on pourrait y faire. Alors, pour ça, en fait, comme vous l'avez compris, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le travail, dans mon approche des pratiques d'évaluation et dans l'étude de ces pratiques, c'est de me référer au savoir évalué. Et cette dimension-là, en fait, elle est plus ou moins travaillée. Et en tout cas, moi qui suis issue de la communauté des didacticiennes et didacticiens des mathématiques, il m'a semblé essentiel en fait de pouvoir partir du savoir et de considérer que la nature du savoir était importante dans la façon dont ces savoirs-là allaient être évalués. Donc très très rapidement, parce que on va faire un focus sur l'étiquette en jaune là. En tout cas, pour moi, je ne parle absolument pas d'évaluation formative, sommative, etc. Parce que dans la réalité des classes, je pense que ce sont des entrées qui sont pas simples, en tout cas qui ne reflètent pas forcément le réel, puisqu'une évaluation dite certificative peut avoir une dimension formative et réciproquement. Donc, pour moi, je considère qu'il y a des moments durant les séquences d'enseignement où il y a ce que j'appelle des épisodes évaluatifs qui peuvent être formels ou informels,
Et pour ça, il faut considérer effectivement les moments où sont proposés ces épisodes. Alors, c'est là qu'on retrouve peut-être les dimensions diagnostiques, formatives, sommatives, mais en tout cas, je les attrape par cette notion de moment. La nature des tâches est évidemment pour moi importante à considérer, notamment en termes de complexité, de recouvrement par rapport au savoir et de validité. De même que la gestion de cet épisode qui me semble important pour justement amener à des régulations ou à porter des jugements qui soient adaptés en fait à la gestion adoptée. Et puis, le contrat didactique en évaluation chapeaute donc ces moments-là où, en fait, d'un point de vue évaluatif, il y a des attentes respectives de la part des enseignants et des élèves, même si ils ne sont pas explicitement énoncés. Donc, juste, voilà, c'était pour la partie épisode évaluatif. Mais donc, ces épisodes, pour moi, sont pilotés par ce que j'appelle une logique évaluative. Et cette logique évaluative, en fait, je l'appréhende à travers différentes entrées, notamment la conception des documents évaluatifs, donc en termes de ressources, en termes de méthodes. Ce sont des entrées qui me permettent pour moi de révéler une dimension de cette logique. Et il y a également, en fait, alors ce que j'ai appelé le jugement professionnel et didactique en évaluation. Donc, les travaux sur le jugement professionnel en évaluation sont nombreux et je rajoute en fait didactique parce que pour moi, il y a des enjeux autour des connaissances didactiques, mathématiques et professionnelles des enseignants et puis également des facteurs individuels. C'est vrai que les mathématiques sont parfois voilà, une discipline qui a laissé des blessures ou en tout cas des souvenirs pas forcément très heureux. Et pour moi, ces éléments-là, en fait, vont marquer, en tout cas, vont participer de la façon dont l'enseignant va évaluer les acquis de ses élèves dans cette discipline-là. Et puis parce que travailler sur les pratiques d'évaluation, pour moi, ne peut se concevoir sans travailler sur la notation et que cette notation, en fait, révèle beaucoup de choses. Pour moi, cette notation fait partie de la logique évaluative, donc c'est ce que je prends également en compte. Donc, globalement, donc c'est l'ensemble des épisodes évaluatifs que je considère, qui, en s'articulant les uns aux autres à partir d'une logique évaluative qui intègre différentes dimensions, c'est ça que j'appelle donc les pratiques d'évaluation en mathématiques. Donc, je vais un peu vite, mais c'est pour arriver justement à l'objet de la présentation de ce jour. Donc, le jugement professionnel et didactique. Alors, bien évidemment, en fait, mon approche croise les travaux qu'il y a alors, en sciences de l'éducation de manière globale, même si je considère que la didactique des mathématiques est une science de l'éducation, mais comme la distinction se fait parfois et par certains, en tout cas, je la fais également, je croise vraiment des éléments d'ordre professionnel pour essayer de voir donc leur rôle dans les apprentissages et une dimension didactique par rapport à la nature même des savoirs enseignés. Du coup, pour avancer, en tout cas, la question du jugement professionnel et didactique en évaluation se définit quelque part comme la capacité des enseignants à porter des jugements qui soient à la fois professionnels et didactiques. Et pour moi, ce jugement professionnel et didactique dépend, donc, comme je l'ai dit, de connaissances professionnelles, disciplinaires et didactiques qui permettent en fait aux enseignants de concevoir d'une part les épisodes évaluatifs, ce qui s'intègre en fait de manière, on va dire, cohérente et constructive du point de vue des apprentissages des élèves. Il y a aussi la capacité à analyser les réponses des élèves et à les intégrer dans le processus didactique. Et là vous allez voir qu'il y a du boulot. Et évidemment, effectuer un retour constructif aux élèves.
Les facteurs individuels que j'ai déjà énoncés sont pour moi les représentations et les croyances des enseignants sur l'évaluation, mais également leur conception sur les apprentissages et, pour finir, les expériences évaluatives antérieures. Et quand je dis antérieures, pour moi, c'est aussi bien en tant qu'élève, ancien élève, ou en tant qu'enseignant, parce qu'on peut avoir, peut-être en échangeant avec ses pairs, faire bouger quelque chose, en assistant à une conférence, re-questionner sa pratique, en participant à une recherche collaborative comme celle proposée par Fabienne, on est amené à faire évoluer ses pratiques. Alors, je vais aller un peu vite parce que je sens que je traînaille. Donc, on a déjà parlé du jugement professionnel et didactique en évaluation. Je rajoute en fait des dimensions liées aux travaux en didactique des maths qui montrent le lien fort qu'il y a entre connaissances mathématiques des enseignants et leur pratique d'enseignement. Et en considérant que les pratiques d'évaluation sont partie intégrante des pratiques d'enseignement, cette assertion est donc valable pour les pratiques d'évaluation. Alors, les résultats obtenus pour mes 572 réponses rejoignent un petit peu des différents travaux et notamment les travaux de Nadine Bernaz qui a dit qui a reconnu que les enseignants débutants avaient tendance à sous-estimer la complexité d'une tâche et avoir une vision un peu mécaniste de la résolution de problèmes. Alors, si vous voyez les résultats donc, bruts tels que présentés, il y a environ 2/3 des enseignants débutants qui ont attribué la totalité des points, et puis ensuite la répartition telle que vous la voyez. Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, par rapport aux points attribués et par rapport aux justifications apportées, eh bien, pour essayer de démêler tout ça, eh bien, ça n'est pas simple. Et c'est là, en fait, que je bute sur l'analyse des données, et je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Donc, si vous voyez là, je ne vais pas lire, je vous laisse lire. En tout cas, à la fois, il y a des mots qui sont convoqués, la notion le mot schéma, le mot calcul revient très souvent. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, parfois, ce qui est pointé, par exemple, il n'y a pas de calcul de pesée, hein, ça revient assez souvent. C'est bien indiqué, mais parfois, comment dire, ce manque a une incidence sur la notation attribuée. Hein. On dit, bon, j'enlève un demi-point, voire un point, puisqu'il n'y a pas de calcul, alors que dans d'autres cas, eh bien, il n'y a pas de il n'y a pas d'impact de ce manque signalé sur la notation. Donc, il y a aussi des choses quand je parlais de compétences. Oui. Il vous reste 5 minutes. OK. Je vais essayer de faire plus vite alors. Par exemple, la première réponse là, on dit « Je ne comprends pas le raisonnement de l'élève, on ne sait pas comment il a fait pour trouver la réponse, et du coup, on enlève plus d'un point à l'élève, alors que c'est l'enseignant qui ne comprend pas et qui n'est pas en capacité, en tout cas, de décoder. » Donc, voilà, je ne vais pas revenir dessus puisque je me suis trop attardée au début, mais je vous enverrai tout ça. Juste pour dire que, vous voyez, par rapport aux mots-clés que j'ai surlignés en bleu ou en jaune, on voit que ces mots, en fait, sont convoqués indépendamment en fait, des points attribués, et qu'il est pour le coup difficile d'essayer de trier, de faire un tri et d'analyser ces données. Voilà, hein, vous voyez qu'il y a vraiment l'absence de calcul tel qu'indiqué dans la consigne qui pèse en tout cas, mais qui est pris en compte plus ou moins dans l'attribution des points. Alors, au début, j'ai proposé un traitement à l'aide d'un logiciel de traitement de texte.
Et en fait, à partir de mots hein, qui étaient retenus dans les analyses proposées, dans les argumentations proposées. Mais en fait, voilà, je n'ai pas trouvé que ce traitement statistique était probant et apportait en fait des éléments qui étaient intéressants. Du coup, en reprenant ce travail et en essayant toujours de trouver une grille d'analyse des productions retenues, j'en suis arrivée en fait à une grille qui croise donc la notion de critères référents définis par Motier-Lopez et Villabona, et puis les travaux de Chevalard sur la notion de tâche. Et il m'a semblé aussi important de distinguer la casquette enseignant des enseignants débutants et la casquette étudiant, parce que effectivement, les données récoltées sont dans un certain contexte et qu'il m'a semblé important de le considérer. Donc voilà, ça c'est donc en cours, c'est assez laborieux, c'est long, puisque du coup, ça doit se faire à la main. Mais en tout cas, ça me semble bien plus probant qu'une analyse de texte. Juste pour finir, donc, il y a l'idée en fait de travailler sur la complexité des pratiques d'évaluation, hein, de former les enseignants aussi bien en formation initiale que continue à cette complexité. Mais pour moi, il y a aussi la nécessité de renforcer les connaissances disciplinaires et didactiques des enseignants pour permettre justement une régulation qui soit vraiment une régulation qui amène l'élève à mieux comprendre et à mieux apprendre, en tout cas. Il y a aussi l'idée de faire évoluer le rapport aux mathématiques des enseignants du primaire, parce qu'il me semble que les éléments liés justement à cette dimension subjective a une incidence sur leur pratique et que pour le coup, il faut aussi agir à ce niveau-là. Et puis aussi clarifier les enjeux de l'évaluation à l'école, et puis surtout rendre conscient des principes qui animent les enseignants quand ils portent des jugements. Et c'est pourquoi, dans une autre recherche en fait, que j'ai avec des collègues suisses d'ailleurs, on croise des analyses didactiques et des analyses cliniques d'orientation psychanalytique avec notamment Alexandre Poirier, avec qui je travaille. Voilà, c'était un peu longue. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps pour les questions, mais si vous avez des questions, je vous en prie. Bon, moi, j'avais juste une remarque rapidement. Là, j'ai l'occasion de discuter de ça avec Nathalie, mais on voit bien finalement que le processus, parce qu'évidemment, j'aime bien les verbatims avec les points. Je mets un demi-point, etc. C'est sur 2 points. Donc, on arrive à une décision qui doit être quantitative. Du coup, comme on n'arrive pas, on fait des demi-points parfois. On se dit, tiens, j'hésite, alors je mets un demi-point ou un et demi au lieu de 2. Mais le processus, il est profondément qualitatif. Et donc, il est vraiment en lien, ce que tu as évoqué, avec les critères. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, on voit qu'il y a calcul et démarche. Donc, on voit bien qu'il y a 2 critères. Enfin, voilà, il y a tout ce travail à faire qui, lui, n'a rien de quantitatif. Donc, le travail, en termes de formation, puisque tu le dis, il me semble que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille avec les élèves. Et à la fois, ça se découple en maths dans des situations de problème, évidemment. Mais là, du coup, pour faire d'autres disciplines, face à une situation complexe, la démarche, pour moi, elle est du même type, avec des référents qui sont des référents explicites, même disciplinaires, et parfois des référents implicites. Le fait que, tiens, moi, j'ai déjà une expérience en évaluation, je sais que, ou je suis didacticien, ou j'ai travaillé dans une discipline, et je sais que. Et donc, cette articulation-là, elle est sacrément complexe. Ce n'est pas évident en formation initiale, voire en formation continue à aborder. Une dernière question, Madame Brière. Vous avez levé la main. Oui, merci pour cette présentation très éclairante qui pose évidemment comme fondamentale, à mon point de vue que je partage, la question de la maîtrise disciplinaire au cœur des processus évaluatifs. Et la question que je me posais, alors que l'on parle de praxéologie au sens de Chevalard ou d'épistémologie pratique, est-ce que vous avez réussi à mesurer quel impact pouvait avoir cette épistémologie ou praxéologie sur les pratiques évaluatives? Parce que quelque part, quand vous montrez les mots de qu'est-ce que les collègues mettent derrière calcul, en quoi la référence mathématique ou la théorisation mathématique
permet justement de pouvoir analyser ou comprendre les pratiques des élèves. Alors, c'est clair, en fait, quand je liais en fait, les connaissances mathématiques et didactiques à la question de la régulation, pour moi, tout se joue à ce niveau-là. Et bon, il y a plein d'autres exemples qui montrent que si l'enseignant n'est pas en capacité de comprendre ce qu'a produit l'élève, et quand je dis comprendre, c'est au-delà du résultat émis, il y a le processus en fait qui a amené l'élève à produire telle ou telle réponse, qu'elle soit correcte ou erronée. S'il n'y a pas ces connaissances-là, en fait, la régulation ne sera pas aussi efficace et en tout cas, elle ne se fera pas forcément au niveau des savoirs, au niveau cognitif. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Après l'après-midi, on se retrouve à 14h. Merci.